Bonjour tout le monde et bienvenue à un webinaire offert par À la découverte de l'univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis la directrice du programme, mais je sais qu'il y en a qui me connaissent parce que je suis le visage à la découverte de l'univers là, très souvent. Et avant de commencer, dans le fond, je tiens à mentionner que je me joins à vous d'un territoire qui était partagé par les nations Wendat et Abenakis. Puis évidemment, ces peuples-là ont habité ici, on habite encore depuis beaucoup plus longtemps, là, depuis beaucoup plus longtemps que moi, là, depuis que je me suis installée ici. Puis je tiens à mentionner que la reconnaissance du territoire, je pense que c'est une étape importante, mais je ne pense vraiment pas que c'est. Il ne faut pas arrêter là, dans le fond, pour la réconciliation. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Personnellement, quand j'ai eu à faire un peu ma reconnaissance du territoire, j'ai eu à chercher, à fouiller l'information. J'ai trouvé l'exercice très riche, très déstabilisant aussi. Alors, je vous invite à le faire vous-même. Hein, pensez où vous habitez, où vous travaillez. Et au lieu d'aller voir peut-être la petite phrase déjà écrite, si vous travaillez dans une institution, par exemple, bien, faites vous-même la recherche. Vous allez apprendre plusieurs choses et c'est un processus, je crois, qui est nécessaire pour la réconciliation. Ceci étant dit, ça me fait plaisir que vous soyez avec nous, que vous joigniez d'un peu partout. C'est intéressant, là, encore une fois, ceux qui sont en direct avec nous, vous pouvez écrire dans la discussion d'où vous êtes aussi. Et bien oui, alors, on a un webinaire aujourd'hui rapidement. En fait, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas. Merci à ceux qui vont écouter l'enregistrement aussi. Hein, le webinaire est enregistré, donc ça va partir. Vous pourrez revenir aussi pour écouter la suite si vous avez en manqué un petit bout. Et ça me fait vraiment plaisir de présenter notre invité spécial, Laurie Rousseau-Nathan. Ça fait quelques années quand même. Attendez un petit peu, je vais le mettre comme ça pour l'enregistrement. Ça fait quand même plusieurs années que Laurie et moi, on se connaît et je la trouve très inspirante comme scientifique et aussi, bien évidemment, elle est d'origine Innu. Alors, c'est très intéressant d'en apprendre d'elle sur ce sujet-là. Mais Laurie, c'est une scientifique qui fait de la recherche, qui travaille assez loin. Elle va se joindre à nous directement d'Hawaï. Je vais laisser en parler un petit peu plus, mais c'est un travail super fascinant qu'elle fait là-bas. Et merci beaucoup, Laurie, de prendre du temps pour être avec nous aujourd'hui et partager tes connaissances. Ça me fait plaisir. Merci, Julie, et bonjour tout le monde. Donc, je suis connectée à partir d'Hawaï. Il est 11 heures du matin encore ici, avec les changements de fuseau horaire. Et je suis contente, en fait, de parler aujourd'hui de ce sujet-là. Donc, on va parler de l'univers des Premières Nations en astronomie. Je vais essayer de vous introduire un peu ma position, comment je me suis retrouvée à connecter beaucoup d'informations liées à l'astronomie et les connaissances ancestrales. Puis, comme je le disais, je suis membre de la communauté de Mastoyache, connue sous le nom de Mastoyache, mais c'est pas Kaminoise, qui est pas loin du Saguenay, sur les berges du lac Saint-Jean. Et donc, je suis québécoise canadienne et je travaille à Hawaï maintenant comme astronome pour le télescope Canada-France-Hawaï. Fait que je vais commencer mon partage d'écran à l'instant, en espérant que tout va bien. Vous devriez à ce moment-ci voir mes diapositives. Donc, oui, tout est beau, Laurie. Parfait. D'ailleurs, c'est une diapositive que j'ai travaillée juste pour justement parler de ce sujet-là parce que je voulais montrer en fait qu'au Canada, on est un énorme pays. Il y a énormément de représentations du ciel, d'histoire, de façon de voir l'univers qui sont excessivement riches et qui sont interconnectées de par les échanges qu'il y a eu sur des milliers d'années. Et quand on s'enfonce dans le sujet, justement, de l'univers des Premières Nations, la cosmogonie des Premières Nations, les connaissances ancestrales, on se rend compte rapidement des interconnexions qu'il y a. Et pas juste entre les différentes nations, mais aussi avec le territoire, ce qu'il y a sur le territoire et ce qu'il y vit. Et comment les humains interagissent avec ce territoire-là. Donc, oui, moi, je suis de la communauté de Pequot-Kamilnoat. Je n'ai pas vécu sur la réserve de Mastoyache quand j'étais jeune, mais une partie de ma famille sont là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai été là-bas plusieurs fois quand on avait des vacances et j'y vais toujours à chaque année parce qu'on passe par là pour aller à la chasse traditionnelle à l'Orignal. Et ça, c'est des photos de notre campement de chasse qui est en fait dans la réserve faunique de la Chapmouchouane. Chapmouchouane, ça veut dire là où on attend l'Orignal en Innu. Une langue que j'aimerais parler, mais qui, comme la plupart de mes confrères et consorts, on ne parle pas l'Innu. Mais il est parlé sur la réserve et dans les communautés Innu de la province.
Et c'est une langue très riche. Et d'ailleurs, je vais vous parler de certains des mots liés à cette langue-là et les connaissances astronomiques. Et il y a souvent un lien entre ce que ça veut dire et ce qu'on peut apprendre de ces mots-là. C'est assez magique, en fait. Et le territoire de la Chapmouchouane où on va chasser, pour moi, c'est mon Wonderland. C'est mon endroit préféré sur la planète, pour être certain. Et c'est un endroit fantastique où on est très, très isolé sur certains. C'est un territoire très, très sauvage. Et malgré le fait qu'on est très, très isolé, on ne s'y sent jamais seul parce que, justement, avec toutes les histoires qui sont véhiculées, il y a même ma famille, mais aussi avec l'histoire que je lis, je connecte des informations sur ce que je vis quand je suis là-bas. Et c'est vraiment une expérience unique, puis c'est quelque chose que je crois tout le monde devrait pouvoir vivre dans sa vie, avoir une connexion justement avec le territoire sur lequel on vit, mais d'une façon vraiment intégrée avec tout ce qu'il y vit et comment on interagit avec ce territoire-là. Et c'est sûr que quand je vais, c'est pour aller à la chasse, donc je vais quand même vous montrer quelques petites images de ce que j'observe quand je suis dans la nature. Donc, des indices certains qu'il y a un orignal dans le coin, comme des branches très haut dans les arbres cassées par les panaches de bocs, ou des branches fraîchement cueillies, quand des feuilles qui mangent. Et c'est des images, en fait, que j'avais prises juste avant d'avoir mon premier orignal moi-même quand j'ai chassé l'année dernière. Habituellement, je suis avec mon père, mais c'était la première fois que j'étais seule. Et quelques minutes, en fait, après avoir pris ces photos-là, j'avais moi-même vu mon premier orignal que j'ai pu aller chercher. Et je vous montre ça parce que aussi, comme scientifique, tout le monde le savait quand j'étais jeune que j'allais devenir scientifique parce que, justement, on passait beaucoup de temps dehors et je demandais mille et une questions sur les choses que j'observais autour de moi. Et particulièrement, j'essayais de comprendre comment tout interagissait. Puis éventuellement, mon regard s'est tourné vers les étoiles. Puis encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre ce que j'observe dans le ciel. Mais d'abord, un regard aguerri sur les détails, se poser des questions, c'est l'esprit scientifique et c'est imprégné dans les connaissances ancestrales, les connaissances des Premières Nations, partout. Et je vais vous revenir un peu avec ça, mais c'est sûr que des fois, on voit des trucs évidents comme des traces qui sont une présence physique, une preuve de la présence physique. Parfois aussi, on trouve des objets, des artefacts qui nous montrent la présence des ancêtres sur le territoire. Et ça, c'est une pointe de flèche que j'ai trouvée il y a 3 ou 4 ans dans le lac en face du campement. Et pour moi, c'était un peu flabbergastant de trouver un objet comme ça dans un endroit si éloigné. Puis c'est toujours un rappel justement que même si on est loin de tout, en fait, on est excessivement connecté avec le mode de vie puis tous les repères en fait qui étaient utilisés à l'époque. Puis c'est quelque chose que je garde toujours en tête dans mon travail. Et puis maintenant, je travaille d'Hawaï. Je travaille pour un télescope international qui est localisé sur le Mauna Kea. Le Mauna Kea qui est un territoire sacré pour les peuples hawaïens, les peuples natifs hawaïens. Et pour moi, c'est vraiment aussi un endroit spécial, de la même façon que je trouve que la Chapmouchouane, c'est un endroit magique. Quand on est sur le Mauna Kea, on ne peut que se rendre compte à quel point c'est un endroit spécial. On doit traverser une couche de nuages pour se rendre au sommet bien souvent. C'est un peu comme la porte vers le ciel. Et d'ailleurs, le nom Mauna Kea, qui était cru comme étant une traduction de montagne blanche, parce qu'il y a de la neige sur le sommet de la montagne pendant l'hiver, est aussi, et maintenant, je crois, c'est plus accepté que le nom, en fait, vient du dieu du ciel, en fait, et que c'est une connexion entre la terre et le ciel. Et aucunement ironique aujourd'hui qu'on retrouve des télescopes sur la montagne pour justement nous connecter avec la lumière qui vient des objets célestes. Et c'est un endroit où il y a des pratiques traditionnelles qui sont occupées et même encore aujourd'hui, il y a des débats à savoir si la montagne va continuer à être utilisée pour faire de l'astronomie ou va plutôt être réservée justement pour des pratiques traditionnelles. Et je n'ai pas encore la réponse à cette question. Donc, ça, c'est certain que c'est une chose qui évolue autour de moi dans ma recherche ici. Et c'est quelque chose qui m'a aussi ouvert l'esprit sur la façon dont on fait notre science. Pas juste l'astronomie, mais n'importe quel emploi où on utilise une partie du territoire pour que ce soit des
des bâtisses, une ville, un hôpital, un laboratoire de recherche, limite, il y a toujours une connexion entre le territoire où on est situé. Et on doit avoir une connexion avec la communauté qui y vit et qui utilise ce même territoire-là. Une connexion étroite qui nous permet de comprendre le territoire. Et donc, c'est quelque chose que je fais maintenant beaucoup mieux depuis que je suis ici, en ayant justement créé avec le temps des connexions avec les communautés locales ici. Et avant de m'embarquer dans justement les histoires et une partie peut-être plus poétique de la présentation, je vais quand même mentionner que je suis un peu comme une licorne dans mon domaine. Il n'y a pas beaucoup de gens des Premières Nations qui sont astronomes. On est 2, à ma connaissance, au Canada. Qui s'identifient comme astronomes et membres des Premières Nations. C'est des chiffres un peu épeurants. Et je n'ai pas les statistiques canadiennes parce que malheureusement, on ne fait pas partie des statistiques apparemment. Donc, il n'y a pas de décompte nécessairement du nombre de membres des Premières Nations qui ont des bacs en sciences ou en astronomie. Par contre, aux États-Unis, il y a certaines de ces statistiques-là et elles sont annuelles ou par tranche de 10 années. Et on voit qu'il y a très peu de gens, premièrement des minorités visibles qui font partie de l'astronomie en général et que même les changements d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre ne montrent pas des chiffres prometteurs pour l'augmentation de la diversité dans notre domaine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut continuer de travailler. Puis une partie de ce travail-là vient justement de transformer la façon dont on enseigne la science, puis dont on promouvoit la science avec les jeunes. Donc ça montre ici justement d'une façon plus détaillée pour les peuples natifs américains, donc vraiment les États-Unis, parce que c'est les seules statistiques que je pouvais trouver. Mais vous voyez que ce n'est pas une augmentation fulgurante, puis on voit même une certaine diminution des diplômes dans cette tranche d'âge-là que j'ai pu trouver en ligne. Et donc, me voilà ici, perché du haut de la station d'observation au Mont Mégantic, donc proche du dôme de l'Observatoire du Mont Mégantic. Et j'étais là à la fin de mes études universitaires comme étudiante senior pour former des étudiants à utiliser notre télescope là-bas et aussi former les étudiants à utiliser des caméras astronomiques. Et j'ai gradué en 2017 avant de me rendre ici. Et ça, c'est le groupe de recherche plus proche qui est donc sous la direction de Carmel Robert. Ici, vous avez les étudiants du doctorat qui étaient sous sa direction, dont moi, qui avait justement défendu ma thèse cette même journée-là. Et donc, on avait un groupe en fait assez diversifié pour l'astronomie, malgré le fait que si j'étendais cette photo-là à tout le groupe d'astronomie de l'Université Laval, on avait dans cette tranche de temps-là que des garçons et moi. Donc, il y a une diversité qui s'améliore. On veut que les gens se sentent à l'aise à faire de la science. Et pour faire ça, il faut vraiment s'assurer qu'on enseigne la science aussi d'une façon qui est très inclusive. Parfait. Donc, c'est ça, vous pouvez envoyer des questions sur le chat. J'espère que je ne vais pas les manquer. Donc, si jamais j'en manque, Julie va justement les regarder. Donc, je suis ensuite allée à Hawaï. Et Hawaï, c'est ça, c'est un archipel. On a les télescopes sur le Mauna Kea, sur la grosse île d'Hawaï. Ça, c'est quelques images d'ici, mais de la montagne. Et le télescope est juste ici à gauche. Et avant de rentrer dans l'univers des Premières Nations, je veux vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air ici. Donc, au-dessus de la montagne avec les télescopes dans la réserve scientifique. Et justement, au-dessus de la couche de nuages, au sommet du Mauna Kea ici, à vue d'oiseau. Et maintenant, si on se catapulte dans l'observatoire pour voir le télescope vu de haut, là, vous voyez les pétales qui protègent le miroir. Normalement, vous verriez le miroir si les pétales étaient ouvertes. Grand miroir du télescope de 3,6 mètres. Et voici la taille du télescope en comparaison avec une de mes collègues. Et si tout se met en mouvement, là, j'ai une petite vidéo qui va vous montrer comment tout ça bouge à l'intérieur pour nous permettre de pointer à n'importe quel endroit sur le ciel. Donc, le dôme peut tourner. La fente s'ouvre un peu avant ou après le coucher du soleil, dépendamment de comment que le télescope est orienté. On a les fenêtres de côté qui permettent à l'air froid de rentrer pour s'assurer que tout le télescope et tout l'espace autour du télescope reste froid, tout près en fait de 0 degré Celsius.
sur cette montagne-là qui fait plus que 4 km d'altitude. On observe à distance. Donc, moi, je ne suis pas au sommet quand on fait les observations. Je suis dans mon bureau où on utilise en fait des observateurs de nuit. Donc, je n'ai même pas besoin d'être là la nuit. Il y a des gens qui font les observations pour moi et moi, je les valide le lendemain matin. Donc, on est assez bien organisé. Et une raison pour ça, c'est qu'on ne veut pas être nécessairement en haute altitude pour travailler. La haute altitude, il y aurait des symptômes associés à ça qui ne nous rendraient pas super efficaces, en fait. Puis ça a été démontré là, avant qu'on rentre dans ce mode-là d'opération à distance, où on contrôle le télescope à distance. Il y avait souvent des erreurs humaines, justement, parce que le fait que les gens sont en haute altitude, de moins d'oxygène dans ton sang, tu fais des erreurs vraiment stupides parfois à cause de ça. Et ça, c'est sans mentionner les maux de tête que ça peut occasionner et tout ça. Donc, on est vraiment choyé de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et ça, c'est une vidéo qui vous montre le mouvement des étoiles au-dessus de la montagne la nuit avec les nuages qui passent en dessous. Et là, je vous montre ça parce que là, on va vraiment se plonger dans les observations qui sont faisables à l'œil nu, qui sont aussi centrées sur les mouvements célestes, comment les étoiles bougent, puis la compréhension de justement des mouvements associés à la rotation de la Terre, puis de ce qu'on observe sur le ciel, mais aussi sur Terre en même temps, les saisons, les cycles saisonniers et tout ça. Et d'ailleurs, les vidéos comme ça, on en produit à chaque nuit, ils sont disponibles en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Ça, c'est une nuit un peu intéressante parce qu'il y a des nuages. Nous, ce qu'on aime, c'est quand il n'y a absolument rien, que le ciel est parfaitement clair ou sombre, si on veut. Donc, plongeons maintenant un peu plus dans le sujet principal. Moi, je suis Inou, membre de la communauté de MACH. Mon père, à moi, j'ai vécu autour de Québec ma jeunesse, puis mon père, à moi, me raconte énormément d'histoires, surtout quand on passe du temps en nature, mais je ne peux pas représenter toute la diversité des nations qu'on a au Canada. Puis même moi-même, en faisant mes propres recherches, tu sais, en apprenant des choses sur chacune des communautés, sur chacune des façons dont les communautés ont de percevoir leur territoire et l'univers autour d'eux, je me rends compte qu'il y a énormément de différences, puis on ne peut pas vraiment généraliser quand on parle du Canada. Il faut vraiment faire un travail d'approfondissement. Puis, dépendamment où vous êtes localisé, dépendamment de quelle communauté vit autour de vous et quel territoire traditionnel sur lequel vous habitez, ça peut changer aussi les contacts que vous pouvez avoir avec la communauté autour de vous. Mais juste pour vous rappeler qu'on parle de plusieurs milliers de territoires traditionnels, environ plus de 600 communautés, 50 langues parlées. Et c'est quand même assez exceptionnel de s'imaginer justement que la plupart des gens, encore aujourd'hui, ne savent pas tous ces détails-là. Parce que justement, il y a une barrière qui s'est créée avec le temps entre les communautés des Premières Nations et des peuples inuits et le reste de la population canadienne. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je pense sur lequel on peut travailler pour la réconciliation, comme Julie le mentionnait. Donc, pour parler de la connexion entre les connaissances traditionnelles et ce qu'on a au Canada, il faut quand même que je mentionne qu'on est dans un contexte différent au Canada. Souvent, quand on parle des connaissances ancestrales, puis de l'astronomie, on a souvent en tête des places comme Stonehenge ou Chichen Itza en Amérique centrale, les pyramides d'Égypte qui étaient alignées avec les directions cartésiennes nord, sud, est, ouest, les observations des Chinois qui sont écrites dans des documents, des observations comme de supernovas ou d'événements célestes importants. Puis même à Hawaï, ici, on a certains monuments qui sont un peu plus difficiles à déceler, mais qui étaient formés d'amoncellements de roches qui étaient là avec un point de repère pour justement tracer le parcours du coucher de soleil sur l'océan au cours de l'année. Donc, de l'été à l'hiver, le soleil se couche à différents endroits et on avait des méthodes pour mesurer ça, pour mesurer l'année, en fait. Alors qu'au Canada, c'est un peu différent. Et donc, les traces, les monuments, les écrits
elles sont transmises de façon différente. On n'a pas nécessairement de monuments historiques d'astronomie. Il n'y a pas d'écrits non plus qui sont conservés. Mais dans les histoires et la tradition orale, et là, c'est ça que je veux vous convaincre aujourd'hui, c'est toute la puissance de la tradition orale pour justement véhiculer ces informations-là de connaissances astronomiques pour essayer de comprendre justement l'environnement puis l'information qui était cachée tout ça, derrière tout ça. Et donc, ce qui est important au Canada, c'est qu'on est un territoire nordique. On a des saisons vraiment prolongées, des cycles naturels vraiment intenses avec l'été et l'hiver qui se transforment de façon drastique au cours de l'année. On a des peuples nomades, les Inuits étaient nomades et d'autres communautés de Premières Nations étaient nomades, et parcouraient des distances phénoménales sur le territoire, ce qui changeait leur façon de voir le ciel. Puis, la longueur aussi du cycle diurne, l'hiver, la nuit est tellement longue qu'une partie de leur vie, de leurs activités était faite pendant la nuit. Et donc, la connexion que les gens avaient avec le ciel et l'utilisation qu'ils avaient des étoiles et du ciel était beaucoup plus importante parce qu'ils devaient l'utiliser pendant justement les longues nuits d'hiver. Et si on fait un zoom sur le territoire et qu'on se rend justement dans les territoires traditionnels de ma communauté, on voit que c'est un gruyère de lacs et de rivières, en fait, la façon de se véhiculer, c'est sûr que c'était difficile de parcourir des grandes distances dans le bois dense, mais par contre, ils utilisaient les canaux justement pour voyager des campements d'hiver vers les campements d'été. Puis étrangement, on pourrait s'imaginer que les campements d'hiver sont plus au sud, que les campements d'été sont plus au nord, mais c'est bien souvent le contraire. Parce que justement, les secteurs de chasse, la chasse au caribou faite en hiver, étaient plus au nord. Donc, on voyageait vers le nord pour l'hiver, dans le cas de ma communauté. Et donc, les nuits étaient encore plus longues. et donc, cette période de temps-là, de froid, était très difficile, c'est certain, mais était importante pour la survie. Puis, pouvoir se repérer entre justement les endroits où on doit se retrouver pour l'été versus les endroits où on doit se retrouver pour l'hiver. On peut utiliser les étoiles pour ça parce qu'on va vraiment traverser des grandes distances en latitude, en direction nord-sud. Donc, oui, désolée s'il y a une petite répétition. Quand j'étais plus jeune puis que mon père m'amenait chasser, les premières années qu'on a fait la grosse chasse, la chasse d'orignal, il essayait justement de me montrer comment me repérer dans le bois pour ne pas me perdre. Parce qu'éventuellement, soit il pourrait arriver un accident, puis il faudrait que je retourne moi-même au camp, ou soit je pourrais arriver dans un secteur que je connais moins bien, puis il faudrait que je puisse justement continuer à chasser parce qu'il faut trouver mon chemin vers le campement. Puis là, je vous montre une photo justement de Rio dans le bois dense. Là, le bois ressemble énormément à ça dans le coin de la Chapouchouane. Puis, c'est excessivement facile de se perdre parce que dès que tu rentres dans le bois et que tu perds tes repères visuels, les montagnes, les lacs, les rivières, si tu n'es pas dans un secteur que tu connais, tu peux te perdre excessivement rapidement. Puis, de connaître de reconnaître son chemin, de pouvoir le retracer, revenir sur ses pas, c'est extrêmement important. Puis il me disait tout le temps, Laurie, si tu t'en vas dans le bois, puis tu ne suis pas nécessairement un chemin clair, regarde toujours derrière toi, puis essaie de te rappeler ce que tu vois, les arbres, la forme des arbres, la forme des branches, une roche, une branche. Vraiment, tous les détails qui vont faire que quand tu vas revenir, c'est ça que tu vas voir, c'est ce qu'il y a derrière ton dos, tu vas les reconnaître, tous ces détails-là, puis tu vas trouver ton chemin, puis probablement que tu vas mettre tes pieds dans les mêmes traces quand tu vas revenir, parce que ton cerveau est fait pour ça. Reconnaître des patterns, reconnaître des symboles. Et c'est vrai partout au Canada, parce qu'on a un territoire où il y a pas nécessairement d'énormes montagnes. Il y a beaucoup de lacs et de rivières qui peuvent se ressembler. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent d'ailleurs sur la planète. Donc, les repères, les façons de s'orienter au Canada sont très, très différentes. Puis sont dus justement à notre territoire, puis à sa distribution. Et on a aussi des repères célestes qui sont particuliers au nord. Ça, c'est une petite vidéo qui montre le mouvement des étoiles autour de l'étoile polaire. Donc, on a des repères fixes dans le ciel au nord. On a l'étoile polaire qui est toujours au même endroit. Puis on a aussi les constellations circumpolaires qui sont visibles à l'année. Entre autres, la Grande Ourse, c'est un bon exemple de ça. Puis on va voir qu'elle a plusieurs noms d'ailleurs, cette Grande Ourse-là.
Et donc, ça, c'est bien d'avoir ces repères-là, d'avoir justement l'étoile polaire. Mais si on est ailleurs sur la planète, dans le sud, on n'a pas nécessairement ces choses-là. Comme les gens à Hawaï, je vais essayer d'en glisser un mot dans quelques instants. Puis les systèmes d'orientation, tu sais, moi, j'ai l'information que mon père me donne quand on va à la chasse. Je peux lire aussi des bouquins, j'entends parler de différentes méthodes par différentes personnes, par différentes familles. Puis il y a aussi certains reportages qui ont été faits, heureusement, dans les années 70, qui ont justement été enquêtés sur les méthodes d'orientation des Premières Nations. Puis ça fait partie des banques de vidéos et d'enregistrements du patrimoine Canada. Donc, c'est aussi une ressource que je pense qui est importante, pas juste historiquement, mais aussi pour trouver de l'information que vous pouvez utiliser dans vos classes pour parler d'orientation, d'étoiles, de sciences. Là, je vous montre juste une image d'une vidéo qui est... je ne jouerai pas cette vidéo-là, mais vous êtes bienvenue d'aller le regarder. Autour de, je crois que c'est 22 minutes, il y a une interview ici. Et un aîné va expliquer comment, justement, les étoiles étaient utilisées de nuit pour se repérer dans le bois et retrouver son chemin. Les étoiles qui étaient utilisées un peu comme une horloge. Donc, on pouvait utiliser une étoile comme un repère fixe pendant un certain temps, mais les étoiles bougent. Donc, on pouvait suivre une étoile. Puis ensuite, après une demi-heure, une heure, après un certain mouvement de l'étoile, on pouvait décider d'en choisir une autre pour garder une ligne droite. Puis, les Premières Nations connaissaient le ciel excessivement bien, puis connaissaient les mouvements, puis les timings de façon très, 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 très précise. Et vous pouvez l'utiliser comme à la fois une boussole et une horloge en simultané. Puis ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire aujourd'hui, mais que si vous passez beaucoup de temps à regarder le ciel, ça vous reviendrait naturellement parce que vous comprendriez de façon naturelle justement ces mouvements-là, juste en observant pendant plusieurs semaines et mois comment tout ça se passe. Et donc, si vous êtes dans le sud, les repères sont différents. Il y a des constellations qui sont présentes dans le sud en constant et il n'y a pas d'étoiles au centre de repères dans le sud. Mais, mine de rien, c'est le même système qui est en fait très connecté. C'est des méthodes assez similaires qui ont été développées par des communautés partout dans le monde pour s'orienter à partir des étoiles. Puis, je vous montre une petite vidéo ici parce que souvent, les gens ne s'imaginent pas, mais si vous vivez près de l'équateur, le mouvement qui est observé des étoiles fait ces genres de trajectoires-là où il y a certaines étoiles qui vont en ligne droite et il y a un genre de demi-cercle au nord, demi-cercle au sud, mais on ne voit pas les pôles. Donc, c'est excessivement particulier le genre d'observation qu'on fait proche de l'équateur versus le pôle nord ou le pôle sud, les deux hémisphères. Et à Hawaï, où je vis, c'est complètement différent aussi parce que les repères ne sont pas les mêmes, spécialement sur la grande île d'Hawaï où il y a le Mauna Kea, qui est une montagne gigantesque que tu vois, peu importe où sur l'île, tu peux apercevoir soit le Mauna Kea ou le Mauna Loa, qui est une autre montagne de taille similaire. Et donc, sur la Terre, sur l'île, les repères sont excessivement évidents. Et on ne peut pas vraiment se perdre facilement, à moins d'être dans des forêts tropicales, mais dans certains lieux précis de l'île. Mais sur l'océan, et les Hawaïens étaient d'excellents navigateurs, c'était complètement différent. Donc, les méthodes qui étaient utilisées se basaient, entre autres, sur les étoiles, mais aussi sur le territoire, sur l'eau, sur les vagues, sur la façon dont le climat interagit avec l'océan. Puis ça, je vous montre ici, ça c'est une image de la Terre vue centrée sur l'océan Pacifique parce que quasiment la moitié du globe est l'océan Pacifique. Donc, on a vraiment une énorme étendue d'eau qui est parsemée d'îles. Donc, Hawaï est juste ici. Puis là, tu as les îles de la Polynésie et une panoplie d'archipels qui mènent vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande et tout ça. Et les méthodes, pour trouver son chemin pour les Hawaïens, dépendaient justement de leur territoire puis de leur méthode de navigation. Il y en a deux que je vais quand même glisser un mot qui sont impressionnantes. Il y a premièrement le compas polynésien, qui est un équivalent d'une espèce de boussole, mais qui est construite à même la structure d'un bateau et le mouvement des étoiles. Donc, je vous explique. Donc, le compas polynésien doit être aligné nord-sud.
Donc, à l'aide des étoiles, on peut positionner le compas en nord-sud. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des maisons sur le côté, d'est en ouest. Et donc, si une étoile se lève dans une maison de l'est, elle va se coucher dans la maison opposée à l'ouest, et ainsi de suite. Donc, sur le canot, il y a des maisons qui sont dessinées sur la structure même du canot. Et le navigateur qui est à l'arrière, qui fait la direction du canot, peut s'orienter avec ces repères-là qui sont à même son canot et les étoiles qui sont visibles dans le ciel. Donc, ça, c'est une méthode qui purement utilise vraiment l'information astronomique. Puis ensuite, il y a les cartes de coquilles qui étaient utilisées. C'est des cartes qui sont fabriquées avec des bouts de bois et des coquillages. Et les bouts de bois sont orientés d'une certaine façon et les coquillages sont aussi positionnés pour représenter des îles. Mais les bouts de bois représentent en fait les patrons de vagues prédominantes dans les différents secteurs de l'océan Pacifique. Parce qu'il y a différents patrons de vagues. Parfois, les vagues peuvent arriver d'une direction seulement. Parfois, ça peut être une autre direction. Parfois, c'est des vagues croisées, donc qui arrivent de deux directions. Et ces patrons de petits bouts de bois-là représentent justement ce qui est observé par le navigateur. Puis, c'est sûr, si vous parlez à un navigateur, ils vont vous dire c'est les vents, les types de nuages, les courants marins et les étoiles. Et ça prend tout ça pour pouvoir se rendre jusqu'à Hawaï à partir de la Polynésie et de Nouvelle-Zélande. Et c'est ça que leurs ancêtres ont fait, puis en conservant justement ce savoir-là pendant des millénaires. Ça, c'est une carte des constellations hawaïennes, un exemple. Ils ont souvent, à chaque saison, une constellation principale qui forme une ligne qui traverse le ciel du nord au sud. Et c'est d'ailleurs cette ligne-là qui est utilisée pour aligner le compas polynésien sur leur bateau. Maintenant, au Canada, là, je reviens un peu sur nos différences. On est à un endroit où justement les cycles des saisons sont intenses. Et là, ici, vous voyez une carte de la durée de la nuit en hiver, dépendamment de où est-ce que vous êtes. Si vous êtes proche de Québec, ben, une nuit d'hiver va être... bon, ça, c'est la durée du jour, fait qu'une nuit, ça va être à peu près 16 heures. Il va y avoir 8 heures d'ensoleillement. Et plus vous allez vers le nord, plus vous allez vers les territoires inuits, ben, plus vous vous approchez de l'endroit où finalement il y a une nuit éternelle en hiver. Puis certaines des communautés, justement, ont juste quelques heures d'ensoleillement. Et ça transparaît aussi dans le langage. Dans les communautés, dans le langage inou, il y a des expressions comme, par exemple, on ne va pas te dire quel âge tu as, on va te demander combien d'hivers tu as. Au lieu de parler, par exemple, des jours puis des distances, de la même façon que monsieur, madame, tout le monde en parle, ben, on va utiliser justement les objets célestes pour en parler. Ça peut être comme, par exemple, un endroit est à 3 lunes d'ici au lieu de 3 jours d'ici. 3 nuits d'ici, pardon. Ou une lune d'ici, c'est aussi loin qu'un mois de voyage. Et comme je vous le disais, les étoiles sont utilisées un peu comme une horloge, dans le sens où on peut dire, ben, je vais revenir au campement quand cette étoile-là va toucher l'horizon. C'est pas nécessairement dire dans 3 heures, là, mais ça veut dire la même chose dans la pratique. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait avec Starry Night. Et là, vous allez peut-être reconnaître la date. C'était le 10 juin dernier, alors qu'il y avait un événement céleste particulier qui se passait. Et on s'en va vers Inulik, au nord, parce que je vais vous montrer les observations qui étaient faites à Inulik de l'événement. Et là, on est en plein milieu de l'été. On est dans une partie très nordique du Canada. Puis, on va voir, si on regarde bien comme il faut le ciel, que de un, les mouvements sont très différents dans le ciel. Donc, le soleil parcourt une forme de cercle, se couche jamais. Donc ça, vous voyez le mouvement là, du soleil tourner pendant la journée. Là, je tente de changer les heures. Et on va revenir rapidement au 10 juin. Voilà. Et si on regarde de plus près notre soleil à 5h30 du matin, on voit qu'il y avait l'éclipse du soleil, donc la lune qui passait devant le soleil à cette heure-là. Et
au même moment, quelques journées avant que tout ça se passe, on a collaboré justement ici, le Télescope Canada-France avec à la découverte de l'univers pour préparer l'événement parce que la plupart des communautés du Nord allaient observer l'éclipse. Et on voulait faire quelque chose de spécial pour justement atteindre les communautés qui sont très éloignées, puis justement essayer de créer ces connexions-là avec les communautés pour parler d'astronomie, mais aussi parler de leur propre histoire et des propres connaissances qu'ils ont en astronomie. Puis je vais revenir un peu sur ce qui a été fait dans quelques diapositives là-dessus, mais avant, il y a une histoire qu'en faisant justement des recherches sur les connaissances astronomiques, j'ai pu trouver. Puis c'est même lié à des histoires que mon père m'avait racontées. Donc, au Québec, si on va vraiment dans les communautés les plus nordiques que les Inuits, le peuple Innu voyageait, on se rend jusqu'à Kuujjuaq. Les Inuits parcouraient souvent de Sept-Îles jusqu'à Shepherville, montaient, chassaient justement le caribou dans le nord. Il y avait certains chasseurs qui faisaient les grandes traversées, allaient jusqu'au peuple Inuit, revenaient par les territoires Cris, redescendaient et interagissaient avec plein de communautés. Et Kuujjuaq, en Inuktitut, ça veut dire grande rivière. C'est l'endroit où il y a une grande rivière qui descend dans l'océan. Et en Innu, le nom de Kuujjuaq est différent. La façon que les gens appelaient Kuujjuaq, c'était Ouashkaikan, puis ça veut dire le cercle que l'on suit en dansant. Et là, je vous ai montré le mouvement du soleil pendant la petite vidéo précédemment. Puis on voyait justement que le soleil faisait un grand cercle dans le ciel au courant de la journée en été. Et c'est en été que les Inuits se rendaient jusque-là dans le nord, dans le cas de Kuujjuaq, où justement les rivières permettaient le parcours jusque là-bas. Et donc, on peut s'imaginer justement que le nom Ouashkaikan vient justement de l'observation du soleil et de la différence qu'il y a entre le parcours du soleil là-bas et le parcours du soleil plus au sud. Et donc, OK, là, on va rentrer vraiment dans les histoires. Puis avant de rentrer un peu dans les histoires, là, je vous ai parlé un peu du contexte canadien, du fait qu'on a les cycles naturels, on a la vie de nuit, mais aussi un autre brique d'information qui est importante avant de rentrer dans ça, puis c'est un peu la spiritualité, puis comment on voit le ciel. Là, ici, je vais parler seulement de la communauté Innu, mais peut-être que vous pourriez faire des connexions derrière avec les communautés proches de vous pour en apprendre plus. Ça l'aide énormément à comprendre souvent les contextes des histoires. Puis, dans la cosmogonie Innu, j'aime pas trop utiliser le mot religion parce que pour moi, c'est comme des croyances, mais c'est un peu essayer de faire sens de ce qu'on observe puis de la vie. Puis, il y a le Mistapeo, en fait, en Innu est très, très important. C'est un peu comme, il y a des gens qui font une connexion tout de suite entre le Mistapeo et un dieu, tout ça, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Le Mistapeo, c'est son grand homme, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui fait partie des esprits, ou du monde des esprits, puis qu'on peut se connecter à son Mistapeo à travers les rêves, à travers ses propres rêves quand on dort. Et le Mistapeo est dans le monde des esprits et interagit avec justement cette espèce de monde parallèle-là qui est invisible, où il y a plein de choses qui se passent. Et les esprits des animaux s'y retrouvent également. Puis, si on est une bonne personne et si on fait les bonnes choses sur Terre, on va avoir une bonne connexion avec son Mistapeo. Puis, en retour, on va faire une bonne vie, puis on va justement pouvoir survivre à tout ce qui se passe sur Terre. Puis ce monde des esprits-là est excessivement lié au monde céleste. Et donc, quand on lit justement les histoires qui sont liées aux esprits, il faut se rappeler de cette espèce de façon de voir le monde-là avec les mondes parallèles, le monde des esprits, le monde sur Terre, et qu'on est connecté à ces mondes-là via les rêves, mais aussi via le ciel. Et que ce qui se passe dans le monde des esprits se passe aussi sur Terre. Donc, ce qui se passe sur le ciel se passe aussi sur le territoire. Donc, les constellations qu'on voit qui sont liées aux saisons, c'est aussi une espèce de miroir de ce principe-là de miroir du monde céleste vers le monde terrestre. Donc, c'est vraiment dans le domaine des croyances, mais plus dans un domaine de comment est-ce qu'on se conceptualise le monde autour de nous. Puis c'est assez cute, en fait. Puis c'est quelque chose que
que je trouve excessivement profond dans le sens où c'est ton propre grand homme, ton Mystapéo, qui te montre à vivre une belle vie. Donc, c'est la personne à l'intérieur de toi. Et c'est toi uniquement qui va pouvoir te permettre de faire ça. Et ce Mystapéo-là est connecté aux ancêtres, connecté au monde des esprits, et c'est tout le monde qui t'aide à vivre à travers ta vie et justement, t'apprends à survivre sur le territoire et tous ces changements. Il y a quelques mots qui sont importants pour la suite aussi. Donc, étoile en Innu, Uchek Attack. Et vous allez voir ce mot-là, Uchek, revenir. Esprit, Achak, qui est aussi lié aux étoiles, donc le monde des étoiles, le monde des esprits. Vous peut-être reconnaissez la finalité des mots qui se ressemblent. Et la Voie lactée, qui est une traduction comme littérale du chemin des morts pour les Inuits. Et puisque je veux vous convaincre que ces histoires-là ont une répercussion sur des milliers d'années, je voulais juste vous dire que justement, il y a plusieurs études qui démontrent que la tradition orale permet de conserver des informations sur plus de 100 000 ans. Puis un bon exemple de ça, c'est les Pléiades avec l'histoire des 7 sœurs qui est répandue sur toute la planète. Et que si vous avez observé les Pléiades souvent, vous pouvez vous remarquer qu'en fait, à l'œil nu, il y a facilement 6 étoiles très visibles. Par contre, dans le passé, il y a plus de 100 000 ans, cette même constellation-là, il y avait une étoile qui bougeait très rapidement, qui s'est dissociée d'une autre et qui, à l'époque, pouvait être perçue comme étant un groupe de 7 étoiles. Mais depuis, il y a déjà très longtemps, cette étoile-là est passée derrière une autre et on n'en voit que 6 très brillantes qui forment les Pléiades. Donc, toutes les étoiles des 7 sœurs sont excessivement vieilles et datent probablement de cette époque-là où les étoiles étaient bien dissociables et qu'on en voyait encore 7 dans les Pléiades. Et là, j'espère que je vous ai quand même convaincu de ça, parce que je vais vous montrer d'autres histoires bien canadiennes qui transmettent des informations qui sont sur des périodes de milliers d'années. Et là, je vais commencer quand même par la Grande Ourse, ou en fait la constellation ou l'esprit du Pécan pour les Inuits. Et je vous montre une vidéo ici du mouvement des étoiles dans la même section. Puis là, je vous montre aussi une petite vidéo d'une galaxie qui tourne parce que nous, on est dans une galaxie qui contient des milliards d'étoiles qui tournent sur elles-mêmes et les étoiles bougent. Et sur des périodes de temps phénoménales, le ciel change. Mais pour l'échelle humaine, ça ne change pas tant que ça. Et si on regardait un coin du ciel où la Grande Ourse se trouve, il y a des millions d'années de ça, on ne reconnaîtrait même pas le ciel, on ne verrait même pas la constellation de la Grande Ourse. Mais si on regarde depuis 35 000 ans ou même plus que ça, on reconnaîtrait facilement la Grande Ourse passée ici. Et sur des milliers d'années, la Grande Ourse que l'on observe, c'est la même. Et donc, nos ancêtres voyaient plus ou moins les mêmes constellations que nous. Et ça, c'est important aussi pour comprendre la suite. Et donc, on va parler un peu de cette constellation-là. Pour les Inuits, la Grande Ourse, c'est l'esprit du Pécan. C'est en fait un esprit qui est là dans le ciel et qui n'est pas seul. Il fait partie d'une encore plus grande constellation qui est la constellation du Canot. Et dans cette constellation-là, il y a aussi un autre pagayeur qui est le Carcajou ou Kwekwatchou. D'ailleurs, le mot Carcajou vient du nom Innu pour l'animal, Kwekwatchou. Ça a été juste un dérivé de ce nom-là. Et Kwekwatchou est super important aussi pour les Inuits. C'est un esprit qui est un peu joueur, qui est à la fois méchant et bon, qui essaie à travers ses expériences, comprendre la vie, puis comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et les deux sont dans un canot qui voyage du nord au sud chaque nuit, mais aussi à chaque année. Quand on regarde le parcours des étoiles autour de l'étoile polaire, on voit le canot qui tourne autour de l'étoile polaire, qui se rend plus vers le sud. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre justement ces mouvements-là. Excuse-moi, Laurie, c'est tellement intéressant que je ne voyais pas l'heure passer. Je vais juste te dire qu'il est présentement, il est 45. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, oui, si je vais juste essayer de revenir juste pour démarrer ma vidéo du début. OK, parfait. Donc, on va montrer ici l'esprit du Pécan ou Uchek, qui est représenté par, grosso modo, les mêmes étoiles que la Grande Ourse. C'est un peu différent.
Et Kwekwachu, le carcajou, qui est représenté grosso modo par les étoiles d'Orion. Et au moment où on est proche du solstice d'hiver en décembre, on va avoir le canot qui est aligné vers le nord et qui, éventuellement, au courant de la nuit, va se lever par rapport à l'horizon et pointer vers le sud. Là, je vais essayer de juste revenir un peu parce que mon... oui, parfait. Donc, vous voyez ici, la Grande Ourse est là. On est au début de la nuit, au 11 décembre. On va avancer juste au crépuscule. Et là, on va voir Kwekwachu se lever. Et quand on va tomber dans la nuit, on va voir aussi que le canot, avec les deux pagayeurs, est orienté parallèle par rapport à l'horizon avec le Pécan qui est aligné avec le nord. Et là, au fur et à mesure que la nuit avance, Orion se lève et là, le canot tourne par rapport à l'horizon et il s'aligne aussi toujours nord-sud. Et ce canot-là est très, très important. C'est une constellation, mais il fait aussi partie d'une histoire. Et là, vous voyez, la Grande Ourse a monté dans le ciel jusqu'au zénith pour être presque au-dessus de notre tête. Et ça, c'est aussi important dans l'histoire qui va suivre. Pour d'autres communautés, là, les constellations peuvent être différentes. Les noms des constellations peuvent être différents, des esprits qui sont dans le ciel. Par contre, il y a une chose qui revient souvent, c'est le Pécan, la martre, qui est représentée par la Grande Ourse. Puis là, vous avez une image ici des Ojibwés qui ont aussi la même représentation du Pécan ici avec la petite flèche que je vais parler dans cette histoire-là. Et c'est une histoire qui me fascine, cette histoire-là, parce que justement, elle est partagée par plusieurs communautés. Et si vous voulez l'entendre complète, cette histoire-là, il y a plusieurs versions, là, différentes communautés ont des versions différentes de cette histoire-là. Mais il y en a une, d'ailleurs, qui est racontée par Joséphine Bacon sur ce lien ici, que je crois, vu que Julie est très rapide, elle va probablement vous mettre dans le chat. Donc, vous pouvez regarder la vidéo de cette histoire-là qui est racontée par Joséphine Bacon. Et à force de rechercher des informations astronomiques, j'ai pu connecter des informations qui ont été rapportées par des informateurs, des aînés dans les communautés à propos de ce canot céleste-là et l'histoire de Joséphine qui parle justement d'une épopée de plusieurs animaux qui partent en canot pour ramener les oiseaux d'été, pour ramener le cycle saisonnier. Et cette histoire-là commence toujours de la même façon. Il était une fois un hiver éternel où il y a très, très, très longtemps, alors que la Terre était sous un hiver éternel, un hiver très, très froid. Et peu importe où est-ce que vous êtes, vous entendez cette histoire-là, ça va être très similaire. Et dépendamment des versions, et là, je ne peux pas vous la raconter au complet aujourd'hui parce que ça prendrait probablement une heure, il y a une famille avec un jeune garçon qui est très, très triste. Il veut retrouver les oiseaux d'été et des animaux vont faire un conseil pour organiser une aventure vers le territoire des étés, parce qu'à cette époque-là, il y avait un territoire que l'on appelait les étés. Ce n'était pas des saisons, mais vraiment un endroit. Et ils vont voyager à travers le territoire pour se rendre dans le territoire des étés et dérober les oiseaux d'été à un homme qui les maintient en cage ou dans un sac. Et le carcajou ou le loup, qui sont dans la même famille, sont souvent des membres de cette épopée-là, et toujours Uchek, la martre ou le Pécan, et le pagayeur est un des acteurs principaux de cette épopée-là. Il va leur arriver plein de choses, mais l'important, c'est qu'ils vont voyager vers le territoire des étés, vers le sud, pour aller libérer les oiseaux et faire revenir les étés. Et Uchek va atteindre l'endroit où l'homme maintient les oiseaux enfermés. Et alors que les gens, les animaux ont réussi à récupérer les oiseaux et les amener dans leur canot, ils vont pagayer, mais l'homme va les chasser, va essayer de les rattraper. Et Uchek va sauter en dehors du canot pour pour une diversion, pour permettre à ses amis de se sauver. Il va monter dans un arbre alors que la constellation monte vers le zénith. Et éventuellement, l'homme va décocher une flèche et il va l'atteindre à la queue. Et Uchek va être propulsé dans les étoiles et il va y rester depuis cette époque-là comme étant l'esprit de Uchek, l'esprit que l'on connaît souvent sous le nom de la Grande Ourse, ces étoiles-là qui nous aident à nous repérer dans le ciel. Et éventuellement, les étés vont revenir grâce à cette épopée-là. Et ça, c'est dans plusieurs histoires.
Et c'est lié justement à ce canot céleste-là qui fait exactement ce genre de mouvement-là de nord-sud, que ce soit dans les nuits ou dans les nuits d'hiver ou au courant de l'année, en tournant autour de l'étoile polaire. Et aussi, le même mouvement de ce qui se passe dans l'histoire se produit dans le ciel. Et il y a un truc encore plus poussé. Il y a deux choses qui me permettent aussi d'avancer que cette histoire-là est excessivement vieille. C'est qu'elle est partagée par plusieurs nations. Il y a différentes versions de cette histoire-là, mais certains éléments sont toujours les mêmes. Uchek se fait percuter d'une flèche et d'une façon excessivement, c'est peut-être un hasard, mais il y a une étoile à mouvement propre très rapide dans la constellation de la Grande Ourse. Si on remonte il y a environ 15 000 ans, 30 000 ans, alors qu'il y avait encore une époque glaciaire au Canada, il y a cette étoile-là qui est la 8e étoile plus brillante de la constellation de la Grande Ourse qui traverse la constellation du Pékin. Donc ça, c'est peut-être un hasard. Mais il y a un truc qui est peut-être moins hasardeux, c'est les époques glaciaires. Donc, il y a 15 000 ans, 10 000 ans, le Canada était couvert de glace dans cette époque glaciaire-là, cette période glaciaire-là. Et ça, c'est dû à des mouvements célestes. Souvent, on parle des cycles de Milankovitch, qui explique comment l'orbite terrestre varie dans le temps sur des périodes de temps de centaines de milliers d'années, comment la précession de l'axe de rotation de la Terre change sur des périodes aussi assez longues, et aussi l'angle d'inclination de la Terre change. Et à cause de ça, on vit des époques glaciaires au Canada. Et il y a de cela 10 ou 15 000 ans, on a enfin sorti de cette époque-là et les saisons sont revenues au Canada. Donc, l'histoire de Uchek, qui est étendue sur tout le territoire, qui est connectée aux étoiles, au mouvement des étoiles, à l'observation de ce qui change sur Terre, les cycles des saisons et les changements qui sont observés sur le ciel sont tous encapsulés dans cette histoire-là. Et ça, c'est juste pour vous montrer un peu la puissance qu'une histoire comme celle-là peut avoir parce qu'elle a pu transmettre cette information-là sur 10-15 000 ans. Et bon, ça, c'est les différentes époques glaciaires là, avec les phases interglaciaires, comme celle dont on fait partie présentement, et ainsi de suite. Donc, il y a environ 15 000 ans, on était justement dans la dernière époque glaciaire, avec des mammouths au Canada. Et pour parler rapidement de mammouths, je vais essayer de terminer dans les 10 prochaines minutes, mais moi, il y a un truc qui me fascine parce que dans les histoires inoues, il y a les mammouths il n'y a pas un nom pour les mammouths, c'est les genres d'ours énormes avec un nez excessivement long et des dents aussi longues qu'elles peuvent transpercer 7 tonnes. Donc, c'est des mammouths. Et ces monstres-là devaient s'accoter sur des arbres pour pouvoir dormir parce que si jamais ils tombaient au sol, ils ne pouvaient plus se relever. Et donc, ça, c'est la description des mammouths dans les histoires traditionnelles. Des mammouths qui sont disparus il y a justement plus de 8 000 ans à 10 000 ans. Et ça me fait toujours un peu rire quand je vois justement des histoires ou des articles scientifiques qui disent qu'ils ont découvert que les mammouths ont interagi avec les premiers humains dans les Amériques. Parce que justement, ces histoires-là le savent depuis très longtemps qu'il y avait des interactions, qu'il y avait des chasses et tout ça. Et même la pointe de flèche que j'ai trouvée dans le lac, pas loin de notre campement de chasse, selon les experts, aurait environ de 6 à 8 000 ans. C'est énorme en termes de temps. Donc, c'est comme les premières personnes à repopuler le territoire après la fonte des glaciers qui étaient là et qui faisaient justement de la chasse et qui interagissaient potentiellement avec les mammouths. Il y a une histoire d'ailleurs, avant que je rentre dans cette histoire-ci, il y a une histoire d'ailleurs de Tsakapech avec les mammouths. Tsakapech, c'est un peu le héros Innu dans plusieurs histoires traditionnelles. Et c'est aussi l'homme sur la Lune. Donc, les Inuits voient sur la Lune l'endroit où Tsakapech est. Et Tsakapech était un homme, mais aussi avait des pouvoirs spéciaux. Et dans l'histoire de Tsakapech, ses parents se seraient fait tuer justement par ces monstres préhistoriques-là, les derniers de leur genre. Et la sœur de Tsakapech l'aurait sauvé à la suite de la mort de la mère parce qu'il était encore dans le ventre de sa mère quand sa mère s'était tuée par un des mammouths. Et ça, c'est une des histoires justement de la naissance de ce héros-là de Tsakapech qui est présent dans plein d'histoires. Il y a une histoire de Tsakapech qu'on a d'ailleurs mis en avant pendant l'éclipse du mois de juin, parce qu'une de ces histoires-là parle de comment Tsakapech a attrapé le soleil.
Et ça fait partie, en fait, du folklore, mais ça fait aussi partie d'une explication, tenter d'expliquer comment l'éclipse solaire se passe, qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse solaire. Tsakapech, c'est la lune, c'est l'homme sur la lune, mais c'est aussi lui qui attrape le soleil avec un collet. Et quand il y a une éclipse solaire avec justement un anneau de lumière comme celle qu'il y a eu au mois de juin, une éclipse annulaire, c'est le collet de Tsakapech qui est encore visible autour du soleil. Et c'est une histoire, encore une fois, bien plus longue, donc je ne pourrais pas vous la raconter en détail, mais c'est juste pour vous parler justement de tout cette richesse-là, en fait, qui est cachée à l'intérieur des contes. Et on a aussi rendu accessible une histoire inuite qui parle justement aussi d'éclipses solaires avec Malina, la déesse du soleil, et Anengan, le dieu de la lune. Et donc, ces histoires-là, on les a récupérées, racontées sur une vidéo qu'on a traduite ensuite en 8 différentes langues. Et ensuite, on s'est aussi assuré de la véracité des faits, de la façon, les détails de ces histoires-là pour être certaine que ces histoires-là soient vraiment proches des versions qui sont racontées encore aujourd'hui. Et on les a envoyées dans les communautés éloignées pour justement partager différentes histoires de différentes communautés du Canada par rapport à ces phénomènes physiques-là. Et donc, elles sont en ligne si jamais vous êtes intéressé à voir les histoires détaillées. Et là, je vous parle déjà depuis un certain moment, donc je vais juste rapidement conclure. Donc, une dernière chose, je pense, qui est importante, c'est que ce n'est pas juste nécessairement des observations générales des phénomènes physiques qui sont racontés dans les histoires. Parfois, ça peut être vraiment des phénomènes physiques détaillés. Il y a une histoire que j'aime bien, qui me vient des Ojibwe, qui m'a été racontée par un de mes collègues Ojibwe. Et sans vous raconter tous les détails, bien sûr, parce que je ne possède pas le droit de partager leurs histoires, ils vont utiliser à l'époque de l'hiver une constellation qui est le faiseur d'hiver, le Winter Maker, qui est leur version de la constellation d'Orion, et comment les étoiles sont perçues par rapport à l'horizon pour pouvoir en fait déduire la météo à long terme. Donc, sans vous dire trop comment ça marche, je peux vous dire que c'est excessivement physique et très complexe. Et ça, c'est une méthode traditionnelle, ancestrale, qui était utilisée à l'époque pour faire de la météorologie. Et c'est un travail qui peut être long, de se connecter avec les communautés, d'apprendre de leurs connaissances, d'échanger avec eux. Mais c'est un travail qui est excessivement important. Puis j'espère que les histoires ou les petites brides d'histoires que j'ai pu vous raconter aujourd'hui vont piquer votre curiosité puis vous pousser peut-être à faire vos propres recherches parce que le faire, c'est vraiment le fun. Je vous le garantis. Et moi, il y a toujours un peu de mystère qui plane parce qu'en lisant justement certains travaux qui datent d'encore plus longtemps, parce que l'information se perd avec le temps, j'aimais bien lire cette section-là ici qui parle d'une informatrice qui était très vieille dans une communauté où il n'y avait pas d'Internet et elle parlait seulement la langue, sa langue maternelle était l'innu. Et elle racontait que sa grand-mère à elle connaissait la couleur des étoiles, le spectre des étoiles et pouvait l'étudier en faisant des observations détaillées de ça. Et même si on n'a aucune trace aujourd'hui encore de ces procédures-là, de ces expériences-là qui étaient faites, c'est une histoire qui est véhiculée par sa petite fille qui avait 80 ans à l'époque. Puis aujourd'hui, c'est moi qui le lis dans un rapport de thèse. Mais j'aime croire qu'on n'a que la cime de l'iceberg par rapport aux connaissances des Premières Nations. Puis s'il y a un travail qu'il faut faire qui est très important aujourd'hui pour ne pas encore plus perdre cette information-là, c'est justement de la garder en vie. Puis de la garder en vie de plusieurs façons en interagissant justement avec les communautés autour de nous. Et c'est sûr que ça laisse sa place dans les classes. C'est quoi le genre de rôle que vous pouvez jouer? Peut-être que c'est pour cette raison-là que vous regardez le webinaire aujourd'hui. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de passer aussi par la langue, d'ajouter des mots des langues dans vos apprentissages. Justement, quand j'ai appris le mot étoile qui est Uchek attaque, esprit qui voulait dire attaque qui était comme un lien à l'esprit, et Uchek qui est le Pécan,
et qui est un des esprits célestes les plus importants pour les repères célestes dans la communauté Innu. Pour moi, ça faisait plus qu'un sens, plus que sens justement de reconnecter toutes ces informations-là ensemble. Donc, d'apprendre certains mots, de les introduire dans vos classes, d'apprendre dans quel contexte ces mots-là sont utilisés. Ça peut vous aider à comprendre bien les choses. De développer du matériel scolaire aussi dans la langue des Premières Nations, de traduire des informations, avec eux, créer des expériences, créer des activités qui peuvent ensuite être traduites dans plusieurs langues. Ça peut être aussi excessivement utile. Puis, c'est sûr, d'inclure ces connaissances-là dans vos classes, c'est bien. Justement, une fois que vous avez créé les connexions avec les communautés autour de vous, ça va vous donner des outils qui vont vous permettre d'introduire ces concepts-là sans nécessairement vous asseoir et vous raconter une histoire. Ce n'est pas vraiment ça que je pense qui est important ici. C'est plus, justement, d'amener ce concept-là que tout est interrelié, et qu'on peut apprendre à faire de la science en étant connecté avec notre territoire puis en observant les choses autour de nous, puis en vivant ses propres expériences et en les racontant. Donc ça, c'est déjà une chose que je pense que tout le monde peut faire. Mais c'est surtout, c'est ça, de créer des connexions avec les communautés. Et puis là, je rajoute souvent des points un petit peu plus... peut-être important pour les universités ou les centres d'éducation, peut-être de façon générale, mais ça prend des sous pour faire toutes ces activités-là. Donc, si vous pouvez participer justement à ce qu'il y ait des initiatives qui soient financées par les différents intervenants, bien, ça serait vraiment positif. C'est une chose que vous pouvez faire. Puis, les outils de formation pour vos employés, pour les jeunes, d'interagir avec les communautés, c'est une chose qui permet de combattre naturellement les biais sociaux, mais aussi, ça prend des outils de formation pour ce qui est des biais économiques que les communautés éloignées vivent, puis les biais systémiques qui sont un peu partout autour de nous. Et voilà, donc je vais terminer en espérant qu'en faisant tout ça, peut-être qu'il va y avoir d'autres membres des Premières Nations qui vont se joindre à l'aventure pour faire de la science, puis qui ne vont pas se sentir nécessairement à l'écart dans la façon dont on le fait, dans la façon dont on l'enseigne, puis dans l'information qui est véhiculée. Je vous remercie. Un gros merci, Laurie. Vraiment très, très intéressant. Moi, je sais que je t'ai accrochée à tes informations. Les Pléiades, les 7 sages, je m'étais tout le temps demandé pourquoi on me parlait de 7, parce que clairement, on en voit 6, ou si on a des bons yeux, on en voit plus. Mais là, c'est vraiment intéressant. Là, moi, j'ai adoré cette partie-là. Il y a quelques belles questions qui viennent d'arriver. Je vois, la première, c'était de Patrick qui demandait, donc justement, je pense que la réponse est assez rapidement oui. L'étoile rapide dans la constellation de la Grande Ourse, dans le fond, c'est arrêter la flèche, c'est ça? Mais tu sais, hein, moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est méchant bon donc. Il y a l'étoile, la 8e étoile la plus brillante, ça soit une étoile au mouvement propre, donc qui voyage très vite. Puis aussi, si vous avez remarqué dans mon vidéo, elle passe exactement en ligne avec les autres étoiles qui sont en ligne. Fait que, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement un télescope, sur une centaine d'années, si, pour une chance inouïe, elle était d'un côté de l'étoile d'une vie humaine d'à peu près, on va dire 60, 70 ans, elle aurait pu visiblement traverser l'étoile puis être de l'autre côté. Donc, bon, moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, waouh, c'est possible, tu sais, en plus, que ça soit encore plus lié. Mais tu sais, pour sûr, je peux vous dire que c'est lié à l'époque glaciaire, puis à dans le fond, la réarrivée des saisons suite à la fonte des glaciers. Puis ça, c'est excessivement mieux. Là, je rajoute un peu, c'est ça, la possibilité avec la flèche. On ne sait jamais. C'est vraiment riche, c'est très intéressant. Il y a de l'action dans le chat. Là, excusez, je vais essayer de remonter. Il y avait une question sur de dater les histoires. Puis, est-ce que c'est possible, dans le fond, que certaines légendes puissent avoir été influencées par le contact avec les Européens ou ça monte encore plus loin, là, dans le sens qu'Orion, bon, tu sais, dans la mythologie grecque, c'est un chasseur, mais on le voit aussi, là, ça ressemble à être quand même une personne ou un chasseur dans... Est-ce que ça a été influencé ou moi, là, ce que je vais faire du pouce en plus sur la question de Véronique. Dans le fond, la grande ours, ça ne ressemble pas à un ours, mais c'est un ours dans plusieurs, autant chez les Grecs que chez les peuples. Ici, est-ce que c'est une connaissance qui remonte encore plus loin à ce moment-là? C'est tout à fait possible. Tu sais, moi, quand je lis justement les histoires, j'essaie de savoir les informations qui sont les plus vieilles ou les plus intactes, là, après comme les interactions entre les différents peuples, mais aussi après l'arrivée dans le fond, la colonisation. Puis ça a été comme un choc.
Fait que c'est sûr que cette époque-là a eu un impact incroyable sur les histoires. Mais tu sais, bon, l'ours, oui, là, on a le goût de penser que ça a eu un impact important. Par contre, c'est une constellation circumpolaire. Les ours hibernent. Et donc, d'avoir l'ours qui est sur le dos, sur le dessus, ça, c'est souvent un truc qui est particulier à l'ours puis à son cycle naturel. Est-ce que, parce que partout sur la planète, les gens, quand ils faisaient des histoires avec les constellations, c'était souvent lié justement à des observations locales. Donc, je pense que ça vient aussi de ça. Mais quand tu essaies de trouver justement si l'histoire est vieille, si l'information a perduré sur des millénaires, bien, c'est des informations comme pour moi, là, comme astrophysicienne, que quand je suis capable de connecter ça à une étoile qui a changé de position ou à des cycles vraiment plus longs comme les cycles de Milankovitch là, pour les époques glaciaires, moi, ça me fait vraiment... c'est impressionnant. Puis, si ça a pu faire 100 000 ans avec les Pléiades, ben 15 000 ans, c'est rien sur une échelle de temps pour des histoires orales comme ça. Puis bon, les histoires qui sont véhiculées, là, c'est vraiment une bride, hein? C'est la cime de l'iceberg de la cime de l'iceberg. Et c'est un travail qui est très, très long. Pour moi, ça a été de lire des documents. Ce n'est pas sur Internet. Les communautés, ben, parfois, ont aussi perdu les connexions entre la représentation céleste puis sur Terre à cause des changements, puis aussi de l'évolution, la modernisation des histoires. Les histoires évoluent avec ce qu'ils voient eux-mêmes sur leur propre territoire. Je voyais justement des histoires récemment qui parlaient justement de la coupe forestière, des changements climatiques. C'est quelque chose qui est vivant, puis qui fait partie de tes expériences dans ta vie, puis de ce que tu observes autour de toi. Fait que si on veut retracer les histoires les plus vieilles, il faut faire un travail de recherche important. Puis on peut s'attendre à ce que ces histoires-là vont changer. Puis il y en a qui sont affectés par le christianisme beaucoup. Je sais que la ceinture d'Orion, les 3 étoiles qui sont de la ceinture d'Orion, dans plusieurs histoires inuites, c'est des 3 chasseurs, 3 frères, 3 chasseurs. Après ça, c'est devenu 3 chefs. Puis finalement, c'est devenu 3 rois mages parce que c'est une constellation d'hiver qui se lève pendant le temps des fêtes. Donc, au fil du temps, oui, ça change énormément. Fait qu'il faut les préserver. C'est vraiment captivant. Là, je suis un peu en train de penser la même chose, puis je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième partie? Moi, je serais partante pour te réinviter, Laurie. Bon, évidemment, je sais que c'est beaucoup de travail en arrière pour toi, là, mais sache que tu seras la bienvenue si tu es partante pour faire une deuxième partie. Je pense qu'on est plusieurs à vraiment trouver ça très intéressant. Aussi, la richesse des histoires orales, c'est assez impressionnant. Oui, puis un truc que je peux vous dire, c'est que de faire ces recherches-là, c'est excessivement captivant. Si vous avez aimé ma présentation, vous aimeriez encore plus lire des livres justement sur les pratiques traditionnelles. Moi-même, j'ai mes propres connaissances de base là-dessus avec ma famille, mais mine de rien, en faisant toutes ces lectures-là, c'est tellement riche. Puis ça m'a permis moi-même de faire plein de connexions avec des choses que j'avais apprises avant, puis je peux vous le dire, ce sera un temps bien investi pour vous, personnellement. Puis aussi, vous pouvez, après ça, l'utiliser dans votre vie puis partager vos propres expériences. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ce processus-là. Des titres, je vois dans les questions, il y en a tellement. Mais en fait, je vois, oui, c'est ça, les titres de livres, tout ça. Je vais renvoyer un courriel à tous ceux qui se sont inscrits au webinaire. J'ai d'ailleurs pris en note justement tous les sites web que tu avais partagés. Donc, j'inclurai ça, puis peut-être, Laurie, là, sans les dire en direct, peut-être. Mais si tu en as rapidement, là, tu peux y aller, mais sinon, je prendrai par écrit les références. C'est ça. Écoute, je vais t'envoyer une liste parce que y en a qui ils ont besoin d'un contexte. Souvent, comme que j'explique pourquoi ce livre-là, quelle section du livre, parce que c'est pas qu'il y a un livre sur l'astronomie autochtone, ça n'existe pas. Donc, toutes ces brides d'informations-là, c'est un peu une espèce de synthèse de ce que j'ai pu trouver dans différentes ressources. C'est souvent justement des sections de livres et des choses comme ça. Fait que ça va me faire plaisir comme de te faire un espèce de petit rapport détaillé de quel livre, quelle section, qui serait une bonne suggestion là, par la suite. Merci, je vous enverrai ça, les participants. Je crois qu'il y avait une question. Ah oui, en plus général, est-ce que les Premières Nations est en mesure de prévoir certains phénomènes? Puis je suis certaine que oui, mais est-ce que tu as des exemples? Oui. OK. Prévoir des phénomènes, oui.
moi, je pense tout de suite à la météo, là, parce que là, j'en ai pas parlé du tout dans la présentation, mais les observations pour prédire la météo, là, je vais donner une petite bride de météo à long terme par le Winter Maker. Là. Mais il y a l'observation des étoiles à l'œil nu. Puis ça, quand j'ai lu ces sections-là, ça me fait penser énormément à ma job d'astronome parce que moi-même, à force d'observer à l'Observatoire du Mont Magnétique, j'ai observé le ciel tellement souvent, puis j'avais vu la météo par la suite. Et quand on voit des halos autour des étoiles, où les étoiles ont l'air un peu plus fuzzy, c'est quand il y a de l'humidité dans l'air, puis ça les rend un peu plus... ça scintille plus, hein? Ça scintille, puis ils sont comme un peu fuzzy, mais même autour de la Lune, on le voit. Et ça, c'était véhiculé dans les histoires traditionnelles pour prévoir justement les chutes de neige. Donc, quand il y a des cristaux de glace là, dans l'atmosphère et tout ça. Ça, c'est un exemple. Il y avait aussi l'utilisation des arcs-en-ciel. Souvent, les vents dominants, soit d'est en ouest, dépendamment de ce que vous êtes là, au Québec. Donc, l'apparition ou la disparition des arcs-en-ciel est utilisée également à cause justement des orientations là, du soleil versus les vents dominants. Puis c'est ça, c'est la scintillation des étoiles qui était très, très importante. Puis là, les effets encore plus poussés là, de réfraction atmosphérique, comme on observe les étoiles par rapport à l'horizon, des choses comme ça qui permettaient de prédire la météo à long terme. Ça, c'est un bon exemple. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais comme je vous dis, moi, je suis la cime de l'iceberg, de la cime de l'iceberg de l'information. Est-ce que tu as le temps pour 2 petites questions de plus? Oui. Il y en a une. Il y en a un qui est un commentaire. Oui, effectivement, Alain, là, moi j'aime bien. Là, on s'intéresse aux observations anciennes en Mésopotamie, mais dans le fond, c'est un peu mon but aussi en t'invitant. Puis je trouve tellement qu'il y a des connaissances, puis d'apprendre à se connaître, premièrement. hein. C'est tout le principe de la réconciliation, puis de se connaître. Il y a des connaissances super intéressantes d'ici que. Oui, puis de garder l'esprit ouvert. Tu sais, des fois, il y a des histoires que tu as l'impression que c'est pas un truc astronomique, mais quand tu regardes un peu plus dans les détails, tu fais comme wow, il y a quelque chose ici qui est imbriqué dans cette histoire-là, qui n'est pas direct. La science, c'est ça. Mais la question, c'était justement, est-ce que généralement les légendes, disons les communautés, plus au basé au Québec, voyaient le Soleil et la Lune comme des entités complices ou ennemies? Ah, OK. En fait, ouais, dans l'histoire de Tsakapèche, le Soleil est très important. Puis Tsakapèche, un peu bêtement, va essayer de l'attraper avec son collet. Puis va réussir à l'attraper. Puis là, va se rendre compte de son erreur, dans le fond, parce qu'une fois que le Soleil est attrapé, dans le fond, tout devient sombre, puis le jour ne revient pas, les gens ont peur, les animaux ont peur. Il faut le libérer. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a toujours cette espèce de dualité bien-mal qui sont véhiculées dans les histoires. C'est comme tu as fait une erreur, mais tu l'as corrigée. Tu as libéré le soleil. Là, dans ce cas-ci, c'est un castor ou une souris, dépendamment de la version, qui va gruger le piège pour libérer le soleil. Puis, j'ai envie de dire que c'est souvent ça. Il n'y a pas rien de purement méchant ou de purement bon. C'est toujours une espèce de mélange des deux. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve aussi de très intéressant dans la plupart des histoires inuites. Puis là, si je pense, entre autres, là, Inuit, là, si on pense vraiment au nord là, du Québec et du Canada, dans le fond, là, c'est plus ennemi, par contre, l'une et... c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est une belle différence, là, oui. Ouais, tout à fait. Effectivement. Cheryl, j'aime bien votre commentaire. Là. Ici, on l'entend avec la souris qui sauve le soleil et qui devient une taupe. Quand vous dites ici, là, je serais curieuse de savoir où vous êtes basé, si c'est des connaissances locales vraiment où vous êtes. Ça change un petit peu, mais tu sais, c'est comme, c'est souvent un rongeur. Donc ça, c'est un truc qui revient. Moi, j'ai lu comme plein de versions de cette histoire-là. C'est souvent un rongeur. Les souris, les castors qui reviennent avec les dents jaunes parce qu'ils ont un jour libéré le soleil puis ça leur brûle leurs dents. Dans certains cas, il parle d'une époque où les animaux étaient gigantesques. T'sais, on parle de l'époque de Tsakapèche, c'est un peu magique, là, avec justement les mammouths puis ces choses-là. Puis qu'en libérant le soleil, elle se serait rapetissée. Donc, j'ai vu plein de versions de ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu la beauté de la chose, mais il y a des choses qui reviennent. Puis c'est ça qui est comme la constance dans les histoires, c'est ça qui véhicule comme la chair d'information qui doit être transmise. Super intéressant. Je pense qu'on va arrêter ici. Là, encore une fois, je vais partager les liens, là, incluant les vidéos que Laurie avait créées aussi là, pour l'éclipse du mois de juin dernier. Là, je vais m'assurer de l'inclure. Un gros merci à tout le monde qui a participé en direct ou si vous écoutez l'enregistrement d'être resté jusqu'à la fin.
Mais merci, Laurie, énormément d'avoir partagé toutes ces connaissances-là avec nous. C'est extrêmement riche, extrêmement inspirant. Puis on espère que ça va aider les enseignants à partager ça aussi, puis à changer un peu l'éducation pour que ces connaissances-là soient incluses de Oui, façon correcte, là. puis n'hésitez pas à essayer. Tu sais, des fois, on a toujours peur un peu de se mettre le pied, de tu sais, commencer le travail, ça va être peut-être, tu sais, vous allez peut-être un peu déstabiliser au départ, mais vous allez vous-même créer votre propre expertise, puis vos connexions, puis c'est vraiment de créer les connexions avec les communautés. Puis déjà là, si vous faites le premier pas, vous êtes dans la bonne direction. Puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre des petits bouts de la vidéo là, que justement qu'on est en train de faire et de montrer Laurie directement en classe. Je suis sûre qu'elle serait super inspirante pour vos élèves aussi. Alors, merci beaucoup. Laurie, tu vois, il y a plein de beaux commentaires qui arrivent dans le Merci. chat, là. Non, mais merci, Laurie, puis merci à tous les participants. Merci d'avoir été là. Tenashkumiten, Laurie.